Il faut quand même la ressecouer pendant 20-30 secondes. J'ai un peu peur d'y toucher. Doucement Olivier, on va pas s'embrouiller. Hein. Ah vas-y, on règle nos comptes. On parle beaucoup des Chinois, mais les Japonais étaient les premiers copieurs. Hein. Tu vas me parler meilleur, bouton rouge. Hein. Et CNews, c'est présenté par Roméo. Il est comment ton psychologue? Touche pas, oh, touche pas, yeah, yeah. Touche pas à maman. Salut tout le monde et bienvenue sur Touche pas à ma montre, le premier talk show horloger plein d'humour, complètement loufoque. Hein. La preuve, regardez nos têtes, on est des gens loufoques. Alors aujourd'hui, on est en compagnie, je vais vous présenter dans l'ordre, de Olivier de la chaîne Euromax. Salut Olivier. Bonjour les gars, bonjour à tous. Juste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes aujourd'hui? Je porte une Seagull, une chronographe que je vais donc présenter sur la chaîne. Donc soyez attentifs les gars. En plus, elle est vraiment sympa. Voilà. On a aussi Roméo, un petit nouveau qui va d'ailleurs lancer sa chaîne très bientôt. Salut Roméo. Salut. Un petit mot peut-être sur la montre que tu portes. Yema Superman Bronze. Et effectivement, je lance ma chaîne bientôt. Ce sera l'une des premières vidéos d'ailleurs. Donc voilà. Bah merci Roméo, ravi d'être avec toi aujourd'hui. On a Max de Monsieur Montre. Hello à tous. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui Max? Je porte une Pro Pilote de chez Oris, la dernière, qui est tout simplement magnifique. Ah, c'est pas mal, ouais. Petit cadre Très bon vraiment choix de sympa. couleur. Très Et bon choix. agréable à porter. Bien, Horis. Très bien. Et on est également avec Quentin de la chaîne Atelier Mahé. Salut Quentin. Hello. Bon et toi t'as mis quoi au poignet aujourd'hui? Alors au poignet, moi j'ai ma Tudor Royale, 41 saumon. Donc c'est ce que je mets quasiment tous les jours en final. On n'est pas passé loin de que j'ai autre chose aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, parce que je récupérerai le monde demain, on verra. La prochaine fois peut-être. Eh bien merci Quentin. Et bien sûr je pense que vous me connaissez, Josh de Bouton Rouge. Et je porte aujourd'hui une montre qui va très bien avec ma tenue de sapologue. Finalement, je ne sais pas si vous connaissez la notion de sapologie. Là, alors attendez, je vais vous sortir le nom exact parce qu'il est vraiment drôle. Je me le suis gardé de côté. Est-ce que vous savez que les Chinois, ils ont beaucoup de mal des fois à traduire le nom des montres sur les sites, de toute façon le nom de leurs produits globalement? Je porte une montre de la marque Gaia, la montre mécanique à volant d'inertie planétaire Gaia 2 G78. Ça, c'est les titres AliExpress. Ça. Alors non, c'est sur leur propre site, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait 170 mm. J'ai l'impression que c'est la montre la plus grosse de la planète. D'ailleurs, je n'arrive pas à lire l'heure dessus. Voilà cette espèce de machin. Ah ouais, d'accord. C'est spécial. Voilà. Une belle chinoise. De toute façon, plus cheap est la montre, plus te mettre luxury partout. Luxury, Ouais, c'est ça. men, luxury. Écoute, Josh, la montre est à l'image de ta tenue aujourd'hui. Super. Il me fallait une tenue de présentateur quand même. Ah ouais, non, mais t'es toute mignonne en rose comme ça, moi j'adore. Oh là là, merci pour cette intervention. Je vais me permettre de faire un petit sommaire pour nos viewers. Alors, l'émission, elle va être décomposée en 3 parties. Cette partie-là de présentation, une partie où il va y avoir des chroniques qui vont se suivre. 4 personnes ont préparé une petite chronique et il y aura un temps de réaction de 5 minutes après chaque chronique. On entrecoupera ces parties chroniques par des petits jeux sympathiques. Et à la fin, en 3e partie, on aura un petit débat enflammé sur les news. Je sais pas si ça vous va les gars. Allez. C'est parfait. Allez, super, attaquons par la première chronique alors. Hola, dame tu reloj. Hola, me llamo señor. Hoy el día de la presentación en español. Hola a todos, es Olivier. Hoy les voy a presentar mi famoso Seiko SKX del 96. Un reloj que todos conocen aquí, realmente muy simpático. Una leyenda que ya no se produce desde el 2009. Este reloj, como todos saben, es un ISO Diver. Una maravilla de reloj que en la época, hasta que fue discontinuado en el 2019, se podía encontrar por la módica suma de 200 a 250 euros. Este reloj poseía el 7S26, un movimiento muy básico con el que no se podía parar el segundo y que no se podía remontar manualmente. Así que para remontarlo había que hacer simplemente esto. Así es. Pero, sin embargo, con todo eso y por su certificación y por su estatus icónico, este reloj fue la leyenda que fue durante tantos años. Ahora nos hace mucha falta
y quisiéramos realmente que volviera con un mejor movimiento y un mejor cristal a un precio muy módico, y así Seiko tal vez podría recuperar un poquito de la simpatía que ha perdido con nosotros sus antiguos fans. De vuelta con ustedes, chicos. Pas vous. Voilà. Bon alors, je pense Je que veux pas vous mentir. vous avez compris le principe. Je vous ai fait écouter une chronique en espagnol, alors que je pense qu'il y en a la plupart d'entre vous qui ne parlent pas espagnol. C'était pour voir comment vous allez vous débrouiller. Merci Olivier pour cette super chronique. Je te laisse, si tu veux, juste un peu nous embarquer dans ton délire, qu'on comprenne ce que tu as voulu faire. Alors, déjà à la base, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'Équateur, hein. Donc je suis pas français. Enfin, je suis pas français. Je suis français aussi, hein. Je suis d'Équateur. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Du coup, tu je me parles suis combien dit, de tiens, langues? pourquoi pas une chronique en espagnol. Allez, on va voir. C'est la première chronique du podcast, donc je trouve ça assez intéressant. C'est très international. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Why not? C'est parti, faisons des folies. Non, bah Et c'est surtout, marrant. la vraie question, c'est tu parles combien de langues? Parce qu'entre la chaîne en anglais, celle en français et l'espagnol, Bah, c'est tout. Tu ok, vois. ça c'est déjà pas mal. C'est marrant, je t'avoue que ça aurait été n'importe quelle autre montre, j'aurais rien compris. L'espagnol, c'est pas. Hein. Mais bon, t'as choisi une montre, déjà t'avais une chance sur deux que je l'ai au poignet aujourd'hui, donc ça va, on s'est débrouillé pour la compréhension, ça va. Ah bah tant mieux, vous avez avec les gestes, de toute façon, tout le monde la connaît avec les gestes, tout le monde sait ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de mauvais, donc voilà, tu vois. Elle aurait limite pu être sans son, tout le monde aurait compris. Vous avez vu comme C'est c'est ça. rustique la manière de remonter la montre. Moi, ça m'a choqué ton histoire là. Il faut la secouer. Mais C'est oui. quoi ce bordel? Ah, Ça veut dire bien que tu la sûr. portes au poignet. C'est pas assez pour le balancier? Non, c'est pas ça, c'est que t'as pas le remontage en fait. Tu peux pas la remonter. Donc quand tu la prends et qu'elle est coupée, tu dois la secouer pour, Ah, ok. pour la lancer. Ah ouais, Eh donc oui. Et t'as combien d'heures de réserve de marche là-dessus? Oh, est-ce que quelqu'un sait vraiment? C'est à l'époque, Non, c'était ce que je veux dire, très c'est que t'as pas- artisanal, hein. C'est C'est que t'as le- pas besoin de la secouer tous les jours, quoi. Bah si tu la mets tous les jours, non. Mais si jamais tu la laisses comme ça, si tu la laisses mourir, entre guillemets, Mhm. bah faut quand même la ressecouer Oui. pendant 20-30 secondes, hein. L'image est Tu très vois, bizarre, Olivier. On t'es pas bien cadré. Le geste n'est pas très gracieux, on va dire ça comme ça. Non, mais je pense que c'est une quarantaine d'heures la SKX. Ça doit être quelque chose comme Je ça. Ouais, pense donc ça, globalement. En fait, le CTS26, ce n'est autre chose qu'en 4R36, globalement, sans Ok. le hacking et le remontage manuel, hein. Voilà. C'est l'ancêtre. Mais aujourd'hui, elle fait antédiluvienne par rapport au fait qu'elle n'ait pas ses features, quoi. C'est vrai que c'est assez atypique. Mais quel design! Quel design! Je pense que c'est la montre qui m'a fait tomber amoureux de Seiko. Il faut l'avoir entre Ouais. les mains parce que quand on la voit en vidéo, c'est bien. Mais c'est vrai que le jour où tu l'as entre Elle est les mains, belle. elle est quand même. Ouais. Et comme je le dis à la fin, Seiko n'avait rien à faire, tu vois. S'il mettait une SKX avec un 4R et avec un saphir, et il la vendait, allez, même 400 balles, ça partirait comme des Mais, petits mais pains. moi j'ai une théorie, c'est que je pense qu'ils vont le faire en fait. Je pense qu'ils vont le faire et qu'ils nous font galérer pour le faire bien cher et inonder le marché le jour où ils vont le faire. Le problème, c'est que jamais ils le font, ils vont mettre un X dégueulasse sur le cadran, et là, ils vont tout ruiner, avec 3 jours de réserve de marche, 3 days. Franchement, Seiko. Ceux qui connaissent ma chaîne savent ce que j'en pense du Seiko moderne. Ouais, bah doucement Olivier, on va pas s'embrouiller. Hein. Eh bien, je vous annonce la deuxième chronique. Le luxe, ou plutôt l'imagerie du luxe, n'est-elle pas devenue un frein pour l'horlogerie? Beaucoup d'entre nous ne nous reconnaissons pas dans le luxe. Une partie de la nouvelle génération dont je fais partie est moins attirée par les matériaux comme l'or et les codes qui vont avec. Aujourd'hui, les Suisses se font grignoter des parts de marché par les micro-marques, plus audacieuses, parce qu'une partie du public ne s'identifie plus à leur façon de communiquer. Ne sont-ils pas enfermés dans une vision dépassée du luxe? Moi, je n'ai pas envie d'être accueilli en boutique par un vendeur déguisé en majordome qui incline légèrement la tête quand je rentre dans la boutique, qui me parle comme si j'étais au XVIe siècle. Moi, je veux qu'un mec avec ma dégaine me propose des montres d'aviateur, pendant qu'un autre mec en combi d'homme grenouille essaye de placer ses plongeuses. Je pense par exemple à une marque comme Seiko. J'ai des doutes sur le fait qu'ils partent dans la bonne direction d'un point de vue de la communication quand ils cherchent à singer les Suisses. Ne gagnerait-il pas à s'inspirer de marques comme G-Shock, et notamment sur le design de la boutique parisienne? En prenant un peu plus de risques en termes de communication, est-ce que les marques n'arriveraient pas à aller chercher de nouveaux clients? Des clients qui aujourd'hui ne sont pas intéressés par l'horlogerie à cause d'une vision biaisée. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous intéresse, nous passionnés dans les montres? Ce ne sont pas ce qu'elles représentent, mais c'est ce qu'elles sont, des objets fascinants, magnifiques et exceptionnels. C'était Roméo pour Touche pas à ma montre. Excellent. Waouh. J'ai bien aimé le style chronique reporter. C'était Roméo pour touche pas à ma montre.
Est-ce que justement ils devraient pas nous vendre un côté un peu plus sportif, un peu à la G-Shock? Je sais pas. Moi je pense qu'ils essayent de piquer les clients des Suisses et que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Voilà. Après, ils se mettent dans une position un peu comme ça parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vu que les prix augmentent et qu'ils doivent avoir cette position et une certaine stature, tu vois, alors qu'au final, peut-être qu'effectivement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus un côté, on va dire, Disneyland où tu veux que les boutiques elles soient décorées, que ça te mette dans l'ambiance et tout, tu vois. Mais je sais pas, peut-être qu'ils ouais, ils sont un peu pris au piège. Mais je pense que tu as raison, Je sais pas. Quentin. Je pense que c'est une façon pour eux de dire. En fait, je comprends la logique et en même temps, je trouve ça nul. Est-ce que vous avez besoin que le mec il soit en costume pour vous vendre une montre 1000 balles? Vous allez plus l'acheter parce que le mec il est en costume? Si le verre est en hardlex, ça fait mieux passer la pilule. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a deux choses, tu vois, parce qu'il y a Seiko, mine de rien, il y a la côté communication de Seiko, quand même, et il y a le côté esprit japonais. Certes, ils s'en sont créés, bien sûr, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été d'aller battre l'Occident dans leur domaine. Ouais. Les voitures, par exemple, la technologie. On parle beaucoup des Chinois, mais les Japonais étaient les premiers copieurs. Hein. Ils ont copié les voitures américaines telles quelles à l'époque. Ils ont fait leur trou, après ils ont fait mieux. Mais c'est progressif de toute façon. Les micro-composants, Voilà. les cartes électroniques aussi, tout ce genre de choses. Exactement. Et le quartz, que tout le monde pense que c'est une invention de Seiko, eh ben non, c'était entre autres Patek Philippe, hein, l'invention du quartz. Ah ouais? Alors ça pour le coup je ne savais pas du tout. J'étais surpris de l'info. Donc Patek a créé aussi le quartz? Alors, c'est plus compliqué que ça, pas uniquement Patek, mais c'est un consortium de boîtes suisses qui ont aidé au développement du quartz. Elles sont mises ensemble, ils font une sorte de joint venture. Et si je ne m'abuse, au début du XXe siècle, ils ont sorti cette technologie. Et un peu comme Kodak, ils se sont dit, oulala, là là, on va pas la mettre en place parce que ça va nous foutre en l'air notre marché. Et ils l'ont bien caché pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle sorte. Et ça les bousille. Ah c'est fou. Voilà. Et ouais, monsieur Histoire ici, hein, je suis le plus vieux, c'est pour quelque chose. Ah bah tu regarderas ma vidéo d'hier, Olivier, j'ai raconté tout ça. Hein. Je l'ai pas encore vu. En même temps, elle a été publiée hier. Hein. Je te suis voilà, beaucoup mes vidéos d'hier. Voilà, je regarde pas tous les jours ta chaîne. Alors je suis désolé. Bah contrairement à l'inverse qui fonctionne pourtant. Bon, c'est comme ça. Oh, ah vas-y, on règle nos comptes. On peut pas être fan l'un de l'autre, hein, c'est pas possible. Alors si vous me permettez, j'avais juste un petit truc à dire là-dessus. Par contre, augmentation des prix, ça rime avec augmentation du chiffre d'affaires chez Seiko. Je sais pas si vous avez vu, depuis qu'ils sont gamifiés plus luxe, ils font plus d'argent. Et ça, c'est un peu étonnant parce que est-ce qu'ils ont intérêt à faire du G-Shock? Nous, on aimerait bien, nous qui kiffons l'horlogerie, mais je crois que c'est pas leur clientèle. Non, en fait, je pense que tu as raison. C'est pas du tout leur créneau, je pense. Aujourd'hui, Seiko, ils commencent vraiment à essayer de se positionner quelque chose de mid avec les présages, qui sont de très bons produits à 500, 600 euros, et pas aller chercher les parts de marché, par exemple, d'une Chiyosa ou d'un G-Shock, qui est la part en dessous, quoi. Où ils étaient avant. Leur segment où ils étaient avant, ils le laissent à Citizen. Et du coup, ils se mettent dans le segment suivant, en fait. Hein. C'est ça. Au-dessus, où justement Citizen n'est pas. Citizen, aujourd'hui, les Chiyosa, ils les font à merveille. Mais on voit que sur... Alors, peut-être que c'est juste en Europe, la gamme Zenshine. Ouais. Zenshine. Personne ne sait le dire, hein, je te rassure. Hein, personne ne sait comment. Ça me rassure. Mais qui mériterait plus de lumière. Au final, Seiko est vraiment, je pense, plus leader sur cette gamme de prix. Avec de très belles pièces. Mais moi, je vous parlais pas tellement des prix. Alors, après, je vous dis pas, c'est plus une volonté personnelle. J'aurais pas la prétention d'aller expliquer aux gens de Seiko comment ils doivent gérer leur business. Même si c'est un peu lié, mais est-ce que nous, en tout cas, nous les passionnés, on a vraiment besoin qu'il y ait cette image pour qu'on accepte de payer 1500 balles une montre, tu vois? Et justement, tu soulignes quelque chose qui est juste. Est-ce qu'aujourd'hui, Seiko, ils ont besoin des passionnés ou est-ce qu'ils vont aller chercher des personnes hors niche, de convaincre des gens hors horlogerie que s'adresser uniquement à des passionnés? Justement, comme disait la très bonne vidéo de Josh hier, de Monsieur Bouton Rouge, leurs gains d'augmentation de chiffre d'affaires, ils sont vraiment dans un contexte d'aller chercher de la croissance, et je pense que tu vas chercher de la croissance en allant chercher d'autres personnes qui sont hors de ton scope, et demain, hein, le marketing, ça compte beaucoup, et pour moi, arriver avec le costume cravate, ça leur donne une bonne image, et ils marketent dessus pour justifier de leur augmentation de prix. Oui, bien sûr. Et regarde comme il est content, regarde comme il radie là quand tu parles de lui, il irradie. T'as raison. Maintenant, la question, c'est est-ce que s'il n'y avait pas toute cette image, justement, très luxe, et pour le coup, là, on peut élargir, pas que Seiko, mais dans l'horlogerie en général, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pas passionnés, qui aujourd'hui rejoindraient le truc? Tu vois, moi par exemple, ça m'a jamais attiré tout ce côté dorure, luxe. Je suis pas du tout attiré par ce truc-là. Je pense que j'aurais pu passer à côté de l'horlogerie, tu vois, à cause de ce genre de choses. C'est très intéressant ça. Tu veux dire parce que ça te rebute? C'est ça? Parce que le côté luxe de l'horlogerie te rebute un petit peu? Un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est pas ça qui m'attire.
Après, c'est très personnel. Hein. Et typiquement, tu vois, moi j'ai eu le cas avec un collègue qui a acheté une Omega Speedmaster là pour ses 30 ans, et justement, quand on parlait des prix, lui il m'a dit qu'il préférait la payer plus cher pour avoir l'expérience en magasin que l'acheter sur un chrono 24 parce que c'était un symbole et que le moment qu'il allait passer, il allait s'en souvenir tout le temps. Donc je pense qu'il faut un juste milieu, pas enlever ce côté luxueux, mais je pense que la qualité de l'accueil et le petit folklore que tu peux avoir peut parfois déclencher aussi l'achat. Mais je pense que ça dépend quelle marque, parce que tu vois, tu me dis Omega, ouais, je veux être accueilli par un mec en costume chez Omega. Ouais. T'as entièrement raison là-dessus, mais c'est pour ça que je dis il y a un juste milieu, mais je préfère avoir quelqu'un avec une attention particulière et goûter aux prémices du luxe dans des marques qui sont accessibles qu'avoir quelqu'un voilà, en job basket qui s'en fout de la relation client. Après, j'entends et je comprends, je partage son avis sur le côté trop bling bling. Encore une fois, il faut juste un juste milieu. C'est ça, mais est-ce qu'on l'a ce juste milieu aujourd'hui? Une dernière question pour vous avant qu'on y aille. Vous connaissez une Seiko à moins de 300 euros, vous? En deuxième main, oui. Les Five, elles sont pas à 300? Sur Amazon, tu peux en avoir peut-être à 300, mais là, ça monte et ça monte. Non, en Ouais. prix Il y a boutique. 4-5 ans, ouais, il y en avait pour pas cher, mais là maintenant c'est compliqué. Hein. Ah, moi, je pensais que les premières Five étaient autour des 300. Parce que vous savez que c'est un argument classique des pro Seiko, ça, des pro Seiko. Il y en a plein qui disent regardez Seiko, vous pouvez avoir une montre de fou à 300 euros ou moins, mais c'est des zinzins les mecs. Tu vas me parler meilleur, bouton rouge. Hein. Le juste prix, oh yeah, le juste prix, trouve le prix de la montre. On va passer au jeu du jour. Devinez le prix de cette Agelocer sur The Watch Gallery qui sponsorise cette vidéo. Alors je vous précise, c'est le prix retail, hein, c'est pas le prix remisé. Allez-y, je vous laisse me mettre vos papiers. Hein. Allez, attends, 3, 2, A. Vous Allez. voulez pas qu'on le mette sur le chat? J'ai Voilà. pas écrit. Moi j'ai pas de papier, mais j'ai une idée. J'ai pas on va dire. écrit. Ok, ben on t'interrogera. Ouais, vas-y, en vrai. Ou au pire, vous écrivez dans le chat si vous voulez. Allez, ok, on a 680 ici. 1500. Là-bas, on a combien? 1500 parce que 1005. 1500 Et, euros. et Roméo, combien? Moi, j'ai mis 650. Et toi, Quentin? Mais c'est de mémoire. Moi je me disais entre 5 et 700, mais voilà. Et toi, Olivier, tu connais? Moi, j'ai mis 680. Ah, bah voilà. Bah écoutez, la personne la plus proche, si je dis pas de bêtises, ah c'est compliqué. Bah c'est ceux qui sont à 680 en fait. Hein. C'est Olivier, puisqu'on est à 990. Mais si vous l'achetez bien sûr sur The Watch Gallery, en ce moment il y a une promotion à 770 euros. N'hésitez pas à utiliser nos codes BR10 ou HR10 en fonction de qui est-ce que vous avez envie de récompenser. En général, les plus jeunes d'abord, hein, mais bon. Voilà. Alors, je le précise quand même, hein. Moi, j'ai répondu un prix qui était inférieur parce que je connais la montre, en fait. J'avais une vague idée du prix. La réalité, c'est que si tu m'avais interrogé et que je connaissais pas la montre, un tourbillon en dessous de 1000 balles, en vrai, déjà en dessous de 5000 balles, ça n'existe pas. Mais même en admettant que ce soit un tourbillon chinois, on est très bien positionné. Ah, mais c'est pour C'est ça dingue, que moi hein. j'ai mis 5. Hein. C'est la première fois que je vois un tourbillon aussi bien fait, aussi peu cher, en tout cas visuellement. Plus la montre. Il est beau en plus, parce qu'on en a vu des tourbillons chinois que tu peux acheter qui sont pas si fous que ça, mais tu t'achètes parce que tu veux un tourbillon. Là, la Agelocer, je crois que c'est la première fois que moi je vois une montre qui à la fois est un tourbillon accessible, qui en plus est une vraie belle montre, quoi. C'est pas juste pour le tourbillon. D'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer chez The Watch Gallery en physique pour aller la voir. La lunette est en céramique aussi, je crois, c'est ça? Ça se voit pas bien sur les photos, mais il me semble que c'est le cas, ouais. Le boîtier céramique? Pardon, c'est acier plus céramique, autant pour moi, je viens de voir en même ok. temps. Eh ben c'est parti les gars, on va passer à la troisième chronique du jour. Ma montre, la Gremlins. Pourquoi j'ai peur de ma montre après 20 heures? On nous vend certaines montres comme le summum de la robustesse. On nous parle de montres qui vont sur la Lune, qui plongent à 4000 mètres de profondeur, ou encore qui résistent à des champs magnétiques extrêmes. Et bien souvent, on nous vend ces montres comme étant pour les baroudeurs, les hommes d'action et ceux qui ne craignent rien. Pourtant, la réalité est tout autre. Derrière ces boîtiers en acier, nous sommes des milliers à vivre dans la terreur face à ce petit objet de 40 mm. Et oui, car nous ne sommes pas des baroudeurs, nous sommes des otages. Tout a commencé avec ma première automatique. Une Orient Sun and Moon, une merveille. Cadran texturé, complications, le rêve quoi. Mais au moment de passer à la caisse, le vendeur me fait peur. D'un coup, il me regarde avec un air grave, le genre de regard qu'on réserve à quelqu'un qui vient d'adopter un gremlin. Il me dit « Attention ! Ne réglez jamais la date entre 20h et 3h du matin. Sinon, vous broyez le mouvement. » Il m'a pas dit que je risquais d'habiller le mouvement.
Il m'a dit que vraiment j'allais détruire la montre. Alors moi je panique un petit peu, dans la tête je commence à avoir des engrenages explosés, des ressorts sautés au plafond, et c'est comme ça qu'il m'a transmis une malédiction. Il a transformé un petit plaisir à 300 balles en une bombe à retardement qui dort sur ma table de nuit. Bon depuis, je suis un homme brisé moi. Hein. Quand ma montre s'arrête parce que je l'ai pas portée pendant 3 jours, je vois plus un bel objet mécanique du tout. Hein. Tout ce que je vois, c'est un champ de mine. Je regarde l'heure sur mon téléphone, il est quelle heure? 22h? Non, bon, je peux pas encore la régler. C'est le couloir de la mort, il faut que j'attende demain pour y toucher. Des fois, mais je me réveille à 4h du matin en sueur et d'un seul coup je me dis, mais est-ce que la montre elle a bien passé les 12 heures à midi ou à minuit? Et vraiment, c'est là que commence la roulette russe de la couronne. Eh oui, parce qu'il y a ça aussi. Je tire la couronne, mais de combien? De 1 cran? 2 crans? Je suis là à tâtonner comme un cambrioleur de coffre-fort. Et c'est là que le génie du marketing horloger opère. On t'explique que tu achètes un chef-d'œuvre d'ingénierie capable de traverser les siècles, mais il suffit d'un clic de couronne au mauvais moment pour transformer ton héritage en un presse-papier inerte. Le vendeur, c'est le grand prêtre d'une religion où le dogme principal, c'est la trouille. Il te vend de l'émotion, oui, mais surtout, il te vend un manuel d'interdit. C'est dit d'une expérience sociale à ce niveau-là. Littéralement, c'est l'histoire d'un mec qui s'achète une identité de conquérant et qui finit sur son canapé en train de bégayer devant une molette à 21h15 parce qu'il a peur de froisser un pignon. Mais le sommet de l'angoisse, c'est une D-date par exemple. Là, on est sur la microchirurgie de haut vol. Si je tourne la couronne dans un sens, ça change la date. Si je la tourne dans l'autre, ça change le jour. J'ai une chance sur 2. Je tourne et là, bim, dérapage. Je tourne dans le mauvais sens. La montre passe à mercredi et là, c'est le drame. J'ai plus qu'à faire le tour de la semaine. Mais c'est une semaine de clics qui résonnent dans mon crâne comme des coups de marteau. J'ai l'impression qu'à chaque tour de disque, j'ai les rouages qui m'insultent. J'ai juste l'impression de forcer un moteur de Twingo en pleine côte. Je suis en stress, transpire et je me dis là, ça y est, je suis en train de tout limer à l'intérieur. Et franchement, je me dis que je suis en train de transformer le mouvement en boîte à confetti. Ah là là. C'est fascinant de voir comment l'industrie nous a vendu de la complication. Le mot est bien choisi, pour finalement nous rendre esclaves de protocoles dignes de centrales nucléaires. On achète un objet pour être libre, pour maîtriser le temps, et on finit par avoir peur de tourner une petite molette de quelques millimètres. Donc aujourd'hui, autant vous dire que mes goûts ont bien changé, et que quand je vois une montre 3 aiguilles sans date, pour moi, c'est l'équivalent d'une ordonnance de Xanax. Je vois une montre qui ne me veut pas de mal, c'est une montre qui me dit « Tranquille, t'inquiète, on va tourner les aiguilles, personne va mourir ». Alors voilà, si vous me croisez en soirée et que ma montre affiche lundi 14 alors qu'on est jeudi 22, ne me dites rien, voilà, m'aidez pas, laissez-moi tranquille, je touche à rien, j'ai trop peur de tout casser. Et je préfère passer pour un mec qui sait pas lire l'heure plutôt que pour un mec qui n'a plus qu'à payer plusieurs centaines d'euros pour aller faire réviser sa montre. Déjà, est-ce qu'on se met pas tous d'accord pour dire que c'est la meilleure de toutes les chroniques qu'on ait jamais vues dans notre vie? Déjà, à la base. Tout à fait, c'est excellent, il est vraiment sympa et c'est trop vrai en plus. Hein. Mais oui, j'en fais vraiment des caisses, mais en vrai, c'est un vrai truc. Moi, j'ai un peu peur d'y toucher, hein. À ma montre, j'ai un peu peur d'y toucher, de remonter les trucs, de la mettre à jour, de la mettre à l'heure, de remettre un peu la date et tout. C'est un truc qui m'angoisse un peu en vrai. Jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que la vidéo n'était pas exagérée? Non mais évidemment, j'en fais des caisses et je sais qu'il y a des mouvements qui sont faits pour et je sais qu'il y a des mouvements qui craignent rien. Mais quand j'ai commencé et que t'as des petites montres pas chères avec des mouvements plus fragiles, en vrai, j'aime pas trop y toucher moi aux montres. Et c'est pour ça que j'ai tendance à pas avoir beaucoup de montres et à mettre tout le temps la même parce que comme ça elle s'arrête pas et j'ai jamais à la remettre à jour et ça me va quoi. Et sinon, il est comment ton psychologue, Quentin, juste? Non, bah alors oui, visiblement un petit peu moins que toi, mais oui, j'essaie de faire attention. Là où ça me l'a beaucoup fait, c'est sur la Seiko Bellmatic, donc la montre à alarme mécanique là. Comme c'est un mouvement un peu complexe, la montre elle est vieille, je sais pas si elle a été révisée. Ouais, quand je la règle, je suis un peu prudent quoi. Alors moi je fais gaffe à deux choses. Je fais gaffe au champ magnétique, c'est-à-dire notamment quand je pose ma montre à côté du portable. Là je me dis oula mince, j'enlève ça comme si je m'étais cramé avec la plaque. Tu vois, c'est la première chose. Et la deuxième, quand je suis à vélo avec une montre, quand j'ai passé une secousse, je lève la main de la montre. Je préfère me casser la gueule que ma montre près d'une secousse, quoi. Dis-moi, Olivier, t'aurais pas le même psy que Quentin par hasard? Je pense que oui. Oui, On travaille sur des tocs, mais bon, c'est difficile. Non, moi je comprends Quentin parce que ça fait partie des 2 raisons pourquoi j'ai pas de Rolex Day-Date, cette peur. L'autre raison étant Et les 40 000 euros qui me manquent. C'est un argument. Et en vrai, de manière un peu plus terre à terre, un peu plus sérieuse, Seiko NH34 qui a dans beaucoup de montres pas chères GMT et le Sellita SW200, les deux ils sont connus pour ça. Pour casser, tu veux dire? Bah pas pour casser, mais en tout cas le SW200, j'entends qu'il y a des casses au remontage, des casses de ressort. Ah ouais. Et bon alors ça doit être sur les versions standard. Par contre le NH34, je l'avais dit dans une vidéo, mais c'est vrai que le fait de changer le GMT là, j'ai l'impression que je vais casser la montre à
chaque fois au bruit, à la sensation. C'est pour ça que j'aime pas ce mouvement et que j'arrête pas de dire Miyota 9075 c'est mieux parce que t'as pas ça, t'as pas ce problème. Et alors pour le coup, je suis d'accord avec toi parce que moi j'en ai eu un F34 et pour le coup, j'étais pas confiant quand je réglais la montre. Tu sens qu'il est pas... 4e chronique et ça commence. Et si la star des Watches and Wonders, ça avait été elle? Non mais sérieux, imagine 2 secondes Théo du Calibre ou Clément Entretemps aux Watches and Wonders devant ce stand-là. Les nouveautés Saint-Martin 2026 viennent de sortir. Juste derrière moi, le stand. On est à Watches and Wonders et cette année, la marque a frappé fort. La grande annonce, c'est la Saint-Martin Monarch, une montre entièrement nouvelle, boîtier de 39 mm, cadran effet papyrus, fond transparent pour voir le mouvement. Saint-Martin revendique clairement son héritage centenaire avec ce modèle. Côté plongeuse, la SN0138GB passe au bleu saphir, nouveau cadran, nouvelle lunette, sur un boîtier de 37 mm. Oui, parce que cette nouvelle Saint-Martin en soi, elle a tout ce qu'elle a Tudor. La nouvelle Lollipop sur l'aiguille des secondes qui dénote avec l'ancienne de forme losange, une lunette rotative 120 clics qui fait vraiment un super bruit, d'un bleu qui n'a carrément rien à envier à la Tudor, 200 mètres d'étanchéité, des dimensions super contenues qui rendent extrêmement bien pour une petite plongeuse pour l'été, une couronne vissée et surtout niveau mouvement, on est quand même pas mal puisque c'est la première à passer sur le mouvement chinois ST2130 qui est reconnu pour sa fiabilité et ses super caractéristiques. J'ai presque oublié de préciser que comme la Tudor elle est équipée d'un système de micro-ajustement que certains mauvaises langues appelleront T-Fit, et qu'elle est dotée d'une luminescence BGW9 qui n'a rien à envier à sa grande sœur suisse. Alors maintenant, j'ai une vraie question pour vous. Ok, Saint-Martin, c'est une marque qui est assez récente, mais qui dit histoire récente ne veut pas dire pas d'histoire du tout. Et la vraie question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous imaginez qu'un jour ce genre de marque chinoise pourrait se retrouver aux Watches and Wonders? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous l'espérez? Je vous laisse me répondre tout de suite à ça. Non mais sérieux, on en fait des caisses, on nous fait du Chinese bashing tout le temps, mais franchement, aujourd'hui, ces petites montres chinoises, là, elles ont pas grand-chose à envier. Moi, j'entends des gens qui me disent « Ouais, il y a la recherche et développement derrière ». Bah, eux aussi, ils font de l'amélioration continue. Donc, est-ce que vous pensez que ce genre de petite marque, ça va finir dans les salons de Genève un jour, où les Suisses, ils vont vouloir garder leur truc? Bah, c'est le cas, en fait, parce que depuis cette année, il y a Behrens à Watches and Wonders, et donc on voit que c'est le début de cette nouvelle ère, en vrai. Ça a commencé par Siga qui a gagné le GPHG en 2021. Ouais. Eh oui, Tout à fait. Blue Planet. Behrens, c'est une marque qui a toujours été du haut de gamme, tu vois. c'est vrai. Alors que Saint-Martin, c'est une marque qui a commencé par faire des hommages. Donc tu as ce stigme de l'hommage chinois. Je pense que c'est ça la problématique. Je pense qu'une marque comme Saint-Martin, ils vont avoir beaucoup de mal à aller sur Watches and Wonders. Au moins dans l'immédiat. À moins qu'ils fassent des trucs incroyables. Oui. Comme ils le font dernièrement quand même. Et avec l'année du cheval, là, ça commence à être très sympathique. Hein. Je sais que tu l'as, hein. Première mondiale. Hein. Elles sont là. Mais c'est vrai qu'ils continuent toujours les hommages en parallèle. J'ai peur que moi, ça leur fasse du tort et qu'ils se traînent ça pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'ils ont leur haute marque à côté, par exemple. Et peut-être qu'ils se serviront plutôt de ça pour se développer et développer des choses plus haut de gamme. Ça fait des ponts d'ailleurs, Quentin. Hein. Il y a des choses qui sont développées pour une marque et qui sont renvoyées sur l'autre, etc. Et oui, parce que d'ailleurs, donc l'autre marque de Saint-Martin, bon, qui est imprononçable, hein, j'ai plus le Jianghoon. Jianghoon, merci Olivier. Ils partagent des boîtiers en commun. Par exemple, je sais que sur l'une des montres, c'est le boîtier de la SN0144. Donc, est-ce que ça peut pas être une solution justement de se dire que les créations originales, ils les basculent vers la marque là, et que derrière, on garde Saint-Martin pour les hommages. Ouais, mais comme tu l'as dit, le nom, il est très mal choisi. Ouais, il est dur. Tu vois. Donc s'ils le font, il faut qu'ils fassent autre chose comme nom. Ouais, il va falloir rebrander un peu là. C'est pas possible. Bah oui, parce que le problème des Chinois, c'est qu'ils sont très mauvais pour le branding, comme les Japonais d'ailleurs. Et les maîtres du branding, c'est avant tout les Américains. En horlogerie, c'est les Suisses. Et là, les Chinois, ils sont très mauvais. Mais tu vois, Olivier, quand je parlais d'amélioration continue pour les Watches and Wonders, ce que j'aimerais bien avec justement des marques comme Saint-Martin, c'est que typiquement, quand on a des sorties qui sont un peu ennuyeuses, par exemple aux Watches and Wonders, quand t'es embêté par Tudor, par Rolex, parce qu'ils vont te sortir 2 trucs par an, bah là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller chercher un petit peu ce que demande le marché, c'est-à-dire quand tu as du 39, ils vont te faire un 37 parce que c'est ce que demande le marché. Quand tu as une bleue, ils vont te faire une rouge, une jaune. Et c'est ça qui manque. Ils vont faire les sorties qu'on aimerait avoir et donner un peu de fun. C'est pour ça que moi j'aimerais bien voir des marques un petit peu audacieuses comme ça, même si là c'est plus des marques voleuses. C'est pour ça qu'une marque comme Saint-Martin, comme tu le disais Quentin, que Pagani Design fasse des hommages,
je m'en fiche, c'est très bien. C'est pas gagné, ça coûte moins de 100 euros. Mais Saint-Martin, je pense qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise qu'il faut vraiment qu'ils fassent uniquement leur truc à eux. Parce que comme vous l'avez dit, ça ternit leur image de marque de faire des hommages maintenant. C'est pour ça que je me suis dit, Josh, que c'est limite dommage que tu aies choisi cet hommage-là pour ta chronique. On aurait pu parler de la SN0144, on aurait pu parler de la SN0148. Et là, tu te dis, purée, là, c'est la secousse chinoise. Parce que là, c'est des montres ultra bien faites. Je sais pas si vous avez vu, les gars, autour de la table, une SN0148. Pas en vrai, moi. 144. Et tu te dis, waouh, c'est ultra bien fait. On va pas se mentir, c'est pas au niveau d'une Audemars Piguet. Une Royal Pop, oui. Mais tu te dis, c'est vraiment dommage qu'ils ne veuillent pas faire uniquement ça. Après, tu me diras, c'est commercialement tirer une balle dans le pied. Parce que ça leur gagne pas, les hommages, quelque part. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Olivier. En fait, il faudrait qu'ils fassent une deuxième marque et qu'ils mettent les hommages sous la deuxième. Parce qu'il y a des gens qui seront rebutés, tu vois. Par exemple, tout simplement, Josh, quand tu as parlé à Théo du calibre de San Martin, très vite il t'a parlé d'hommage alors que tu lui as mis une SN 144 entre les mains, tu vois. Ouais. Et ça montre quand même que c'est vrai que, mine de rien, ça les suit. Ça les suit, et même face à une montre comme la SN 144, qui est full original, qui est archi bien finie, qui devrait coûter plus de 1000 ou plus de 1500 euros, et qu'en coûte 300, bah malgré tout, les gens voient San Martin et ils disent « Ah, c'est la marque qui fait les hommages ». Bon, Roméo, on voit aussi qu'ils sont joueurs parce que même sur les designs originaux, quand même, ils se permettent de piquer un peu du design sans trop en parler. J'ai en tête, justement, je la mettrai à l'image, la SN0 151, si je dis pas de bêtises, où tu vois, en fait, c'est du vol de design français qui ont été vendus. Il n'y a pas de contrat en Chine. Et en fait, ils viennent piquer, par exemple, du Manim. Tu vois, là, c'est Manim. Et c'est parce que t'as des marques comme ça qui vont travailler avec la Chine. Et ensuite, la Chine, comme il n'y a pas de contrat, ils se permettent de récupérer les designs. Ils annoncent original design, mais en fait, c'est de la copie encore une fois. Donc ils sont mais joueurs. Ça, je l'ai déjà vu, oui. Non mais t'as raison, mais moi je te parle des vrais original design. Je m'en fous que ce soit écrit sur le titre de la page. Ce qui veut dire que la SN0144 que nous on voit comme un original design, si ça se trouve, la forme du boîtier, etc., ils l'ont tapé quelque part. C'est possible. C'est possible. Peut-être, mais est-ce qu'il y a un original design pour de vrai? Tu vois, il y a tout le monde qui s'inspire un peu de tout le monde. Là, c'est de l'inspiration, là, c'est... Tu vois, c'est un peu différent. Quentin n'est pas d'accord. Non mais, en fait, c'est toujours tout le débat avec les hommages. Mais c'est vrai que des fois, le design, je suis bien d'accord qu'un boîtier de montre, au bout d'un moment, c'est un boîtier de montre. Il n'y a pas 15 000 possibilités. Il n'empêche que, voilà, on va pas me faire croire que il y a certains boîtiers de montre, c'est pas pour imiter des Submariner, des Royal Oak et tutti quanti, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Il y aura de la SN0 144 ou 48, elles imitent pas ça. Non, ça je suis d'accord, ouais, bien sûr. Par contre, regarde, la dernière Longines, elle ressemble énormément à une Submariner. Mais c'est un scandale, je trouve ça horrible. Donc si on parle hommage, à un moment donné, voilà. On va passer maintenant à notre partie CNews. This is the 20-year news. CNews. Aujourd'hui, c'est News. Et CNews, c'est présenté par Roméo. Vas-y, Roméo. CNews, c'est présenté par Roméo. Ouais. Le débat houleux. Le débat que voilà, tout le monde attend. Débat houleux. La Royal Foutu Pop. Alors, déjà les gars, qu'est-ce que vous pensez de la collaboration en elle-même? Donc là, je parle pas de la montre, mais plus déjà le fait que Swatch s'associe à Audemars Piguet, plutôt le fait qu'Audemars Piguet associe son image à Swatch. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue marketing, alors j'ai eu du mal à m'y faire et à y croire, mais on peut, au vu de tout ce qui s'est passé, c'est un coup de génie marketing. Nick Hayek, PDG de Swatch, je te dis très bien, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu autant de foule pour un produit suisse et un produit horloger tout court. Si on reste uniquement sur le fait de faire du bruit, d'amener les gens en boutique. Alors certes, la hype est redescendue vite du fait du produit, mais clairement, je trouve que ça a vraiment tout retourné. Même nous, en tant que créateurs de contenu, enfin le marché était en ébullition. Des gens qui ne s'intéressaient pas à l'horlogerie ont commencé à s'y intéresser. Donc est-ce qu'ils resteront? On verra bien. Mais en tout cas, d'un point de vue marketing, le pari est gagné. Après, le produit en lui-même, la beauté, c'est toujours subjectif. Pas forcément ma cam à titre perso, mais d'un point de vue faire déplacer les foules, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire, ma petite sœur qui est hors horlogerie s'y est intéressée et c'est la même petite sœur qui achète des Cluse et des Daniel Wellington. Donc t'as compris. Ouais, non. Je suis d'accord, mais à voir comment les gens vont rester dans le marché horloger, mais je trouve que ça fait aussi du bien à un marché qui est en crise et les jeunes, ils vont de moins en moins. Alors peut-être que les vont pas y aller pour la bonne raison, et je pense que les gens de la Royal Pop vont pas acheter des séries K, on va pas se mentir, en tout cas de suite, mais d'un point de vue plutôt général, si on dézoome, c'est réussi après, voilà, à voir la qualité des gens qui vont arriver, et surtout voir quel intérêt ils vont vraiment porter à l'horlogerie, mais je trouve que voilà, en tout cas, ça a vraiment tout retourné. C'est sûr.
Est-ce que les gens qui étaient... Parce que moi, quand je suis venu au bureau là hier, la première fois, donc mercredi, tout le monde qui savait que je m'intéresse en montre m'a sauté dessus. T'as vu, qu'est-ce que tu penses de la Royal Pop, etc., etc. C'était le cas pour vous aussi, les gars? Oui, bien sûr, on l'a tous vécu. Mais au-delà du fait que ça a marché, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'opération marketing est réussie, est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne chose? Est-ce que ça vous plaît? Et j'ai l'impression d'être super influençable parce que je vois aussi bien deux avis très contradictoires et je trouve que les deux ont raison, tu vois. Et que d'un côté, ok, il y a cet aspect, bah peut-être que ça fait s'intéresser plus de gens à ce hobby-là, tu vois, à l'horlogerie, etc. Surtout que pour le coup, effectivement, c'est des manuels. Donc les gens ils vont être forcés à remonter leur montre et tout, c'est un truc qu'ils ont jamais fait. Peut-être ça peut créer un truc, démarrer une passion, je sais pas, tu vois. Ça je le comprends. De l'autre côté, en fait, je trouve que Swatch a plus à y gagner que Audemars Piguet, bien que apparemment, ils auraient dit que en fait, ce qui les intéresse, en fait, c'est plus une campagne qu'ils font un peu comme des campagnes pour les marques de voitures, je trouve. C'est les marques de voitures qui font des campagnes de pub qui s'adressent aux enfants pour que plus tard, une fois qu'ils seront adultes, bah ils se souviennent de ça. Et là, pour que certains d'entre eux, ils pourront avoir peut-être le vrai produit, tu vois. Apparemment, ils le font plus dans cet esprit-là, de ce que j'ai compris. Mais d'un autre côté, pour des gens qui ne sont pas passionnés de base, je trouve que 400 balles, bah, c'est déjà un budget, soi-disant, pour un produit qui n'est pas censé intéresser des gens. Quand même un sacré budget, je trouve, tu vois. C'est pas un truc à 100, 200 balles. Donc voilà, je suis un peu partagé en réalité. Qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est une espèce de porte-clés, qu'il a été pensé comme un accessoire qui peut se foutre à la ceinture, qui peut se mettre au sac? Vous en pensez quoi de ça? 400 € le porte-clés, ça fait cher, mais je préfère que ça soit un porte-clés qu'une montre en elle-même. Je suis d'accord. J'aurais été déçu d'Audemars parce que moi, c'est une marque que j'aime énormément. Et là, je pourrais clairement comprendre le mec qui a travaillé toute sa vie, le beau cadeau de retraite à 60 ans, s'il a réussi à 40 ans, et qui se retrouve avec un jeune qui a, en plus, c'était une montre mécanique, 90 heures de réserve de marche. Donc, la montre est pas dégueulasse en elle-même. Si ça avait été une vraie montre, les specs, que l'on aime ou pas, le composant ou la couleur, c'est autre chose, mais t'as une montre qui est potable pour aller 600-700 s'il y avait eu un bracelet. Badge Audemars, ça aurait été pour moi un scandale. Donc, ça me rassure quand même que ça soit un porte-clés, et si t'as beaucoup d'argent et la Porsche qui va avec, le porte-clés est plutôt sympa. Mais moi, je suis un peu comme toi, tu vois, et je le dis sur la chaîne, c'est-à-dire ma première réaction, pas pendant les émeutes, il y a plusieurs étapes par rapport à ce lancement. Mais il y a déjà l'étape de quand ils ont annoncé. Moi, je me suis dit, les queues vont se vider, parce que finalement, c'est pas ce que les gens attendaient. Les gens s'attendaient à avoir une Audemars Piguet en biocéramique. Heureusement pour moi, qui suis un vieux collectionneur, on n'a pas eu ça et le mythe Royal Oak n'a pas été désacralisé. Et ça, c'est très bien. Par contre, il y a la partie produit et je pense vraiment que le produit est, j'ose dire, bien, un peu inutile, mais bien. Voilà, c'est comme t'as un porte-clés que tu payes 400 balles, comme tu l'as dit. Voilà, pour moi, c'est bien mieux en produit horloger que la Moonswatch. La Moonswatch, c'est de la merde. Largement. Tu vois, un mouvement de merde. Là, t'as deux verres saphir. Là, t'as un mouvement amagnétique, mécanique, bien, c'est très bien. Et c'est très bien aussi qu'il est fait en pendentif, voilà, c'est ce que les gens voulaient pas. Donc c'est pas mal les coups marketing de génie. Par contre après, et ça je pense qu'on viendra après, comment les gens sont comportés, comment Swatch le dit maintenant, et ils assurent maintenant aussi que Hayek, il est ravi, et il a dit que il y a un tel engouement, donc il est ravi des spectacles totalement débiles de fight et de tapage là, et ça c'est horrible de la part de Swatch. Donc Roméo, il faudrait que tu passes peut-être aux alternatives, ou alors que tu parles de Salma Hayek. Ah non, c'est pas de cette Hayek dont on parle. Non, c'est pas ça. Allez, c'était la blague du jour. Allez, vas-y Roméo. Non, on va avancer juste très rapidement. Je fais le point un peu entre ce que toi tu disais Olivier et ce que toi tu disais Quentin. Ce qui est intéressant, c'est quand même le fait que ce soit un mouvement à remontage manuel et ce qu'il n'y a pas ce côté où on éduque la prochaine génération à ce qu'est l'horlogerie en fait. Moi, je trouve que le choix du remontage manuel, j'aime bien l'idée. C'est poussé. Ils ont pas juste fait une collab, quand tu vois, de retourner aux prémices qui est les montres à gousset. Donc, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'ose imaginer que c'est fait exprès. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même, de la part, au moins d'Audemars, enfin même de Swatch, un intérêt à se dire, et comme tu disais Quentin, en fait, des fois une passion, ça naît d'arien, c'est comme une vocation, et les jeunes vont acheter ça parce que les jeunes sont la cible, et le fait de remonter ta montre tout le temps, donc là, tous les 90 heures, tu le fais souvent, je pense que ça peut naître une petite passion, et vraiment un engouement. En tout cas, Ouais, le fond il est vitré, tu vois le mouvement. Est-ce que vous avez des alternatives à proposer? J'exclus immédiatement la G-Shock GA 2100 parce que c'est évident, on l'a tous en tête. Donc voilà. Mais est-ce que vous avez des idées d'alternatives pour quelqu'un qui aimerait bien la Royal Pop, qui a pas pu se la procurer, qui aimerait une vraie montre un peu dans cet esprit-là? C'est ma vidéo de dimanche. Pas spoiler pas Olivier. Voilà, c'est ma vidéo de dimanche, c'est exactement ça. Déjà à la base, il y a deux choses. Il y a le côté prix et le côté Audemars Piguet. Si tu veux une bonne montre à moins de 500 €, c'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est ce que Josh fait sur sa chaîne, c'est ce que
nous faisons tout sur nos chaînes. Il y a 10 000 montres beaucoup mieux que ça pour 500 €. Si tu aimes la forme Audemars Piguet, t'as l'édifice EFD 108, je crois. Tu vois pas la Casio, mais l'édifice. Qui est bien fine en plus, moi, donc c'est un très beau rendu. Très fine. Et pour moi, elle est encore mieux que la Casio. Parce qu'en métal, elle coûte à peine plus de 100 €. T'as aussi, alors côté copage, en pur copage, t'as la Pagani Design. Ah, il allait, c'était sûr. Ah ben certain. Et côté copage, t'as la Cadicen aussi, qui est bien plus grosse. Donc voilà, t'as quand même plein d'alternatives. Olivier, laisse-en aux autres quand même. Je pense quand même à plutôt du vintage. Et alors, je sais pas si vous connaissez cette Seiko, mais c'est une Seiko Momotaro. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle. En fait, c'est une petite Seiko, c'est une montre de poche. Et donc, c'est un boîtier de montre qui est intégré dans une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et dedans, il y a la montre qui est enfin, ça fait un petit carré comme ça. Et c'est tout petit, mais c'est sympa, en fait. Et les boîtiers ont plein de couleurs différentes, plein de textures différentes. Il y en a en nacré, en métal. Voilà, ils ont fait plusieurs matières. Et aujourd'hui, je pense, ça se trouve autour de moins cher que la Moonswatch, quoi. Et je trouve que c'est pareil. Tu peux faire un peu porte-clés aussi, tu vois. C'est bien plus beau, on dirait un petit Zippo. Ça fait un peu Zippo, ouais. Rien à voir avec la Royal Pop, hein, c'est 100 fois mieux. Ouais, wow. C'est 1000 fois mieux. Ouais, c'est ça, c'est les Zippo. Ouais. Et dans l'esprit, je trouve, c'est un peu ça. Ça fait très produit de luxe, ouais. Pour le coup, en plus, c'est beaucoup plus classe que la Royal Pop. Hein. Tout à fait, c'est très classe. Et oui, tu viens de me rendre un grand service parce qu'en fait, je la connais, je l'ai vue en photo sur Twitter cette semaine et je ne savais pas comment elle s'appelait. Donc du coup, je te remercie. Ah, c'est marrant. Très belle montre, très jolie. Mais les boîtiers qui contiennent la montre, en fait, vraiment, il y en a plein de versions différentes, quoi. Il y a plein de couleurs, plein de matériaux différents, voilà. Mouvement mécanique, en plus de ce que je vois, et ça sort quasiment dans les mêmes prix, donc là, on est 100% respecté. Après, c'est du vintage, hein, donc il y en a plein qui marchent peut-être plus très bien, etc. Mais bon, voilà. Pour un porte-clés, ça fera la paire. Max, tu nous rediriges vers ta vidéo pour les alternatives, c'est ça? Non, mais moi, j'ai donné des alternatives, mais pas du tout ambiance Royal Pop. Je me suis permis de donner les bonnes vieilles Tuyosa, les Seiko Quartz. Je laisse Olivier le faire dimanche. J'en ai une dernière du coup puisqu'elle n'a pas été citée, c'est les D1 Milano qui sont souvent dans des matières un peu style G-Shock justement. Il y a des choses qui sont vraiment dans l'esprit de la Royal Pop et qui pour le coup on retrouve le côté bracelet intégré d'Audemars, on retrouve pas mal de choses. Et beaucoup moins cher en plus, hein. Les polycarbonates D1 Milano, tu commences à 180-200 €. Donc si tu touches un jeune qui commence sur l'horlogerie, c'est vraiment la montre parfaite effectivement là-dessus. Ouais, la Sketch. D'ailleurs qui a été reprise après par G-Shock. Elle va beaucoup plus sur Casio que sur Royal Oak, celle-là, tu vois. Je vais me permettre aussi une alternative, les copains. Il y a une marque trop bizarre qui m'a contacté. Je me suis dit, c'est quoi cette arnaque encore et tout. Et en fait, c'est pas mal. J'ai bien parlé avec eux. Vraiment, j'avais une mauvaise opinion de base parce que ça faisait très Seiko mode. Hein. Alors, c'est de la Audemars-like, on est d'accord. Il n'y a pas trop d'originalité dans le design. Par contre, les matériaux seront bons. Là, je vous ai filé une qui est en 904L avec du PVD. Mais surtout, en fait, c'est du Swiss made. Il y a les Celita dedans, les SW200. Et c'est vraiment Swiss made. C'est-à-dire que la société, elle est faite à la chaux de fond et les mecs ont l'air plutôt sérieux. Donc, écoute, moi, j'avais un a priori un peu négatif, mais on va tester ça. Un 479 € pour faire, voilà, une alternative Audemars Piguet Royal Oak. Alors, c'est pas Royal Pop, bien sûr. Même si là, on a des couleurs un peu plus originales. Pourquoi pas? De toute façon, ça va être testé sur la chaîne. On verra ce que ça vaut. Et du coup, en parlant d'une copie, on va dire, en tout cas, en ce qui concerne le bracelet d'une Royal Oak, vous pensez quoi du fait que dans un mois, on a probablement une avalanche de pubs pour des bracelets faits par des usines en Chine qui vont être compatibles avec la Royal Pop, justement? Moi, ils m'ont contacté déjà pour m'en proposer. Après, j'ai pas donné suite. Je sais pas vraiment si je vais la voir, mais c'est de la hype. Et là, maintenant, la hype va passer de la montre au bracelet. Parce que ce que les gens veulent, c'est la Royal Oak de poignet. Hein. Vous avez vu les gens qui mettent des bouts de scotch sur la Royal Pop pour la faire passer au poignet? C'est très drôle. Moi, je suis impatient de voir les bracelets et je suis surtout impatient de voir les bracelets pas que officiels, mais les bons bracelets qui vont être faits par les Chinois ou pas d'ailleurs. Je vois beaucoup de réactions où les gens ils disent ouais, vous allez mettre des chinoiseries sur une Audemars Piguet. Les gars, on a tous 20 Seiko qui sont sur 40 bracelets différents, qui sont pas du tout des bracelets officiels. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Audemars, Sacre-Saint, on doit pas mettre de bracelets qui sont pas des officiels, mais sur les autres montres, il y a pas de problème. T'as touché un sujet super intéressant. C'est une Audemars Piguet. Ce n'est pas une Audemars Piguet. Et beaucoup de gens pensent comme ce que tu viens de dire en fait. C'est une Swatch où il y a estampillé en Audemars Piguet. C'est comme si une Tata t'avait en autocollant Rolls-Royce. C'est un peu ça. Audemars Piguet n'a pas mis une goutte d'horlogerie là-dedans. Peut-être qu'ils ont envoyé un consultant pendant 2 secondes regarder le mouvement vite fait. Ils ont dit oh on a collaboré. Pas du tout. Ils ont fait que vendre un petit peu leur marque. La seule chose qui va en commun dedans, faut savoir qu'en fait en 2018, Swatch et Audemars ont collaboré sur un composant qui s'appelle le Nivacron, qui est un alliage amagnétique.
identique. C'est la seule chose qu'ils ont en commun dans la montre. Vraiment l'alliage du coup qui est utilisé dans plein d'autres montres. C'est vraiment la seule chose que tu peux avoir et du coup qui a été développée par ces deux maisons. Donc d'ailleurs c'est là qu'on voit que la collaboration date vraiment il y a longtemps aussi. Il y a une légère connexion sur les composants. Mais ça a fait référence à ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, avec les marques qui collaborent ensemble un peu en secret, vraiment sur des côtés beaucoup plus techniques et simples passionnés ou néophytes ne savent pas. En tout cas, je veux pas faire d'effet d'annonce, les amis, mais sachez que ça fait déjà 2 ans, parce qu'on a fini par le savoir, que Swatch et Audemars Piguet collaborent pour préparer cette Royal Pop. Et on sait déjà, d'après certaines sources, j'en ai parlé à Roméo au téléphone, qu'il y a peut-être une autre marque suisse qui va finir par collaborer avec eux. En tout cas, il y a des infos qui commencent à sortir. Voilà. Sérieux? Moi, je me disais qu'après... Ah oui, c'est quoi les rumeurs? On collaborerait avec eux. Attaque. Non, Quentin, il veut tout savoir. Ferme-la, Josh, tu vas te foutre dans la merde. C'est pas le moment. Bon, j'ai dit Suisse, ça suffit, vous avez compris. Par contre, à ceci près, depuis 2-3 semaines, là, je fais pas mal les boutiques de montres au Japon. Je suis tombé sur une belle alternative pour le coup, parce que vous savez que c'est la Royal Pop, du coup, elle fait aussi bien bracelet, mais elle fait aussi bien horloge de bureau. On peut la poser sur une table. Et en fait, je suis tombé sur des horloges de bureau Audemars Piguet authentiques. Le seul truc, c'est qu'apparemment, en fait, elles sont pas en vente. C'est pas des produits qu'ils vendent. En fait, c'est des cadeaux aux clients, quoi. Et donc, elles se retrouvent à être revendues. Alors, attention, hein, mais dites-moi juste, c'est combien une Royal Oak en ce moment? Je crois que ça commence à 30 000, mais tu peux pas l'acheter comme tu veux, hein. C'est comme Rolex. Hein. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent, on est d'accord. Je dis juste que pour 2000 €, bah t'as une vraie Audemars Piguet que tu peux mettre sur ton bureau, quoi. Évidemment, c'est beaucoup d'argent, c'est des sous, mais c'est pas du tout dans la même gamme de prix et c'est entre guillemets quand même accessible, quoi. Bon, ça fait cher la Royal Pop, mais voilà. Est-ce que t'as le bracelet pour la mettre au poignet? Alors non, parce que c'est vraiment gros comme ça, quoi, tu vois. Mais si quelqu'un a pas 30 000 balles à sortir comme ça, je sais pas, peut-être ça fait une alternative. Bon, c'est pas donné, mais bon, voilà. Rolex a sorti la même chose il y a quelques mois, je crois c'est 6 ou 7 000 € la pendule de table. Ils ont sorti ça en même temps que leur bouton de manchette. Donc tu vois qu'ils sont en train de racler les fonds de tiroir des produits complémentaires. Moi je crois que c'est 6 ou 7 000 € la grosse horloge de table. Donc, tu peux avoir une très belle collection entière pour 7 000 balles. Dernier truc que je voulais voir avec vous, c'est qui est assez positif par rapport à cette sortie et qui n'est pas du tout positif. Alors qui est positif? Levez la main. Alors, attends. Alors, il est temps pour moi, les amis, de vous remercier. Merci à tous d'avoir regardé le premier épisode de Touche pas à ma montre. Ce fut un plaisir. J'espère que le plaisir a été partagé avec vous tous, les gars. On se retrouve bientôt avec des nouveaux chroniqueurs. On va quand même essayer de garder une base solide et de vous faire cette émission plusieurs fois. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives. Ici, dans cette première émission, il n'y a que des youtubeurs, donc ça va pas être compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner et n'hésitez pas à nous mettre un petit boost. Ça aide la vidéo à mieux ressortir. Merci à tous, c'était Touche pas à ma montre, ça y est, je suis fatigué. Et passez une bonne journée, voilà.